Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes s'élèvent dans un tourbillon de notes et où les vérités cachées résonnent comme une valse enflammée. Préparez-vous à être bouleversé jusqu'au plus profond de votre âme. Derrière les mélodies envoûtantes d'un violon et les ovations de stades pleins à craquer se cache une saga d'ambition dévorante, de trahison cruelle et d'une résilience qui défie l'impossible. André Rieu, le maestro qui fait danser le monde, n'est pas seulement un musicien, il est un visionnaire, un survivant, un homme qui a transformé la douleur d'une enfance sous pression en un empire musical et immobilier. Comment un garçon écrasé par l'autorité d'un père chef d'orchestre a-t-il bâti un royaume depuis une petite ville néerlandaise? Comment a-t-il surmonté des revers financiers qui auraient brisé d'autres âmes et des rumeurs qui menaçaient de ternir son éclat? À 76 ans, André Rieu ne joue pas seulement des valses, il réécrit les règles du destin, note après note. Avant de plonger dans cette épopée bouleversante, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager cette vidéo sur Infinite Star pour découvrir d'autres récits qui embrasent le cœur et l'esprit. Dans les ruelles pavées de Maastricht, une ville néerlandaise nichée entre les frontières belges et allemandes, naît en 1949 un garçon destiné à redéfinir la musique classique. André Rieu grandit dans un foyer où la musique est une religion, presque une tyrannie. Son père, chef d'orchestre du Limburg Symphony Orchestra, impose à ses 6 enfants une discipline implacable. La maison résonne de partitions, mais pas de rire. Chaque note doit être parfaite, chaque répétition un pas vers l'excellence. À 5 ans, André saisit un violon, un instrument qui devient à la fois son refuge et sa prison. Les heures d'entraînement sont interminables, les attentes écrasantes. Son père, figure d'autorité distante, voit en lui un prodige, mais ne tolère aucun écart. Cette pression forge André, mais elle plante aussi une graine de rébellion. Il ne veut pas seulement jouer, il veut ressentir, faire vibrer, briser les murs de l'élitisme classique. Inscrit au Conservatoire royal de Liège, puis à celui de Bruxelles, il excelle, décrochant les plus hautes distinctions dans la vingtaine. Mais dans les salles de concert, il étouffe. Les récitals guindés, les spectateurs silencieux, l'atmosphère de musée le repousse. Inspiré par les valses viennoises de Johann Strauss, par leur joie et leur nostalgie, André rêve d'une musique qui unit, qui émeut, qui fait danser les cœurs, qu'ils soient ceux d'un fermier ou d'un roi. En 1987, il fait un premier pas audacieux. Il fonde l'orchestre Johann Strauss avec seulement 12 musiciens. Loin des conventions poussiéreuses, ses concerts sont une révolution. Les musiciens sourient, bougent, plaisantent avec le public. Les salles, d'abord modestes des théâtres locaux, des églises de province s'emplissent d'une énergie électrique, une célébration qui contraste avec la rigidité du monde classique. André ne veut pas de révérence, il veut de la vie, de l'émotion, un spectacle universel. En 1995, il joue le tout pour le tout. Il investit ses économies, une somme à 6 chiffres, fruit d'années de sacrifices, dans une publicité télévisée d'1 minute. Diffusée à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich, devant des millions de téléspectateurs, elle montre André interprétant la valse numéro 2 de Shostakovich avec une élégance cinématographique. Le pari est risqué, presque insensé. Mais le lendemain, 50 000 exemplaires de son album s'écoulent. André Rieu devient une sensation, non seulement aux Pays-Bas, mais à travers l'Europe. Ce succès révèle une vérité. La musique classique peut conquérir les foules si elle est portée par une histoire, une émotion, une vision. Ce triomphe marque le début d'un empire bâti note par note, tournée après tournée. André fonde André Rieu Productions, une entreprise autonome qui contrôle chaque détail, arrangements musicaux, confection des costumes, mastering des albums, distribution des DVD. Cette intégration verticale lui assure un contrôle total, artistique et financier. Il adapte ses albums à chaque culture. En France, des airs de Roméo et Juliette. Aux États-Unis, My Heart Will Go On du Titanic. Au Brésil et au Mexique, des mélodies locales transformées en valses envoûtantes. Ces concerts deviennent des spectacles grandioses, mêlant virtuosité musicale, théâtre, humour, effets lumineux, costumes somptueux. Dès les années 2000, il donne plus de 100 concerts par an, remplissant des stades réservés aux stars pop Madison Square Garden, Wembley, l'O2 Arena. Avec plus de 40 millions d'albums et DVD vendus, 500 disques de platine et d'or, André devient l'artiste classique le plus rentable de l'histoire. Ses spectacles attirent des milliers de fans, dont beaucoup n'avaient jamais mis les pieds dans une salle classique. Ils viennent pour la musique, mais restent pour l'expérience, un voyage dans un monde de rêve où la nostalgie et la joie se mêlent. Maastricht, sa ville natale, devient le cœur de cet empire. Loin d'être une simple note de bas de page, elle est transformée en un royaume musical.
En 1994, André réalise un rêve d'enfant inspiré par les châteaux des aventures de Tintin et l'élégance de l'Europe impériale. Il achète un château du XVe siècle, un joyau de 27 pièces aux tapisseries complexes, au plafond voûté, au jardin à la française. La rénovation, coûtant des millions, fait de cette propriété un musée vivant, un reflet de sa vision artistique. Lors de ses concerts d'été sur la place Wrichthof, André ouvre partiellement son château aux fans via des forfaits exclusifs à 859 €, incluant une nuit dans un hôtel 5 étoiles, une place au premier rang et une visite guidée par son fils Pierre. Ces billets, prisés, se vendent des mois à l'avance. Les visiteurs découvrent des fresques restaurées, des œuvres de son fils Marc, peintre talentueux, et un aperçu de l'univers d'André. Mais le château n'est que la partie visible. Selon la Libre Belgique en 2025, André possède des centaines de propriétés à Maastricht, appartements, maisons, immeubles commerciaux générant des revenus passifs via des locations et des investissements. Une maison achetée 195 000 € est revendue près d'1 million après rénovation, un modèle qui reflète sa musique. Prendre la tradition, la magnifier, la rentabiliser. Chaque été, Maastricht se métamorphose pour ses concerts. Les boutiques s'ornent de mugs, écharpes, silhouettes grandeur nature d'André. Les restaurants proposent des menus rieux, inspirés de ses plats favoris, tartes aux pommes hollandaises, plats viennois. Les hôtels affichent complets, accueillant des fans d'Allemagne, du Royaume-Uni, du Japon, d'Australie. La place Wrichthof devient un théâtre à ciel ouvert, avec des écrans géants, des scènes fleuries, un orchestre en costume d'époque. Les habitants dansent depuis leurs balcons, les touristes valsent dans les rues, les performances sont diffusées dans plusieurs pays. Pendant ces semaines, Maastricht n'est plus une ville universitaire, c'est la capitale mondiale de la musique classique, un hommage vibrant à André Rieu. Son impact dépasse le tourisme. Ses dons à des écoles de musique, ses projets immobiliers et son engagement caritatif laissent une empreinte durable. Ce succès marque le début d'un empire bâti note par note. André fonde André Rieu Productions, une machine autonome qui contrôle tout, arrangements musicaux, costumes, mastering des albums, distribution des DVD. Cette intégration verticale lui assure un contrôle artistique et financier total. Il adapte ses albums à chaque culture. En France, des airs romantiques de Roméo et Juliette. Aux États-Unis, My Heart Will Go On du Titanic. Au Brésil, des mélodies locales transformées en valse. Ses concerts, des spectacles grandioses mêlant virtuosité, théâtre, humour, effets lumineux et costumes somptueux, attirent des foules qui n'auraient jamais franchi les portes d'une salle classique. Dès les années 2000, il donne plus de 100 concerts par an, remplissant des stades réservés aux stars pop. Avec plus de 40 millions d'albums et DVD vendus, 500 disques de platine et d'or, André devient l'artiste classique le plus rentable de l'histoire, un maestro qui fait danser le monde. Mais cet empire a un cœur, Maastricht. Cette ville paisible devient le royaume d'André. En 1994, il réalise un rêve d'enfant inspiré par les châteaux des aventures de Tintin et l'élégance de l'Europe impériale. Il achète un château du XVe siècle, un bijou de 27 pièces aux tapisseries complexes et jardin à la française. La rénovation, coûtant des millions, transforme la propriété en un musée vivant, avec des fresques restaurées et une décoration célébrant la musique. Lors de ses concerts d'été sur la place Wrichthof, André ouvre partiellement son château aux fans via des forfaits exclusifs à 859 €, incluant une nuit dans un hôtel 5 étoiles, une place au premier rang et une visite guidée par son fils Pierre. Ces billets se vendent des mois à l'avance, offrant un aperçu de son univers. Mais le château n'est que la partie visible. Selon la Libre Belgique en 2025, André possède des centaines de propriétés à Maastricht, générant des revenus passifs via des locations et des investissements. Une maison achetée 195 000 € est revendue près d'1 million après rénovation, un modèle d'achat, d'embellissement et de rentabilisation qui reflète sa musique. Prendre la tradition et la rendre grandiose. Il finance des bourses pour jeunes musiciens, restaure des bâtiments historiques, redonne vie à sa ville. Maastricht, grâce à lui, n'est plus seulement un lieu, c'est un symbole. Les concerts d'André sont des expériences immersives, fusionnant l'intimité d'un salon et l'ampleur d'une production Broadway. Ces scènes, inspirées de châteaux impériaux, s'élèvent à 30 mètres, avec fontaines, feux d'artifice, danseurs en costume d'époque, parfois un carrosse doré évoquant l'impératrice Sissi. Chaque spectacle coûte entre 2 et 2,5 millions d'euros, mais l'organisation est une prouesse. André Rieu Productions, basé à Maastricht, emploie 120 personnes à temps plein, 60 musiciens, créateurs de costumes, ingénieurs du son, planificateurs de tournées, spécialistes du marketing, une crèche pour les familles en tournée. Le siège abrite un entrepôt pour les décors, un atelier de costumes,
un studio d'enregistrement ultramoderne, l'un des plus grands d'Europe. Cette autonomie permet à André de toucher 25% des revenus, contre 8 à 10% pour la plupart des artistes. Ces DVD représentent 10% des ventes mondiales de DVD classiques, un exploit dans un genre de niche. Ces albums, adaptés à chaque public, polka en Allemagne, thème romantique en France, classique hollywoodien aux États-Unis, dominent les classements au Brésil, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud. Le merchandising est un empire à part. Les stands débordent de t-shirts, 25 €, programmes, 10 €, mugs, écharpes, figurines en porcelaine. En 2015, cette division générait 1 million d'euros par an, un chiffre en croissance avec ses tournées mondiales. Une fan à Atlantic City aurait dépensé 150 € en souvenirs pour sa famille, un exemple parmi des milliers. Les fans, souvent des seniors, voient ces concerts comme un pèlerinage émotionnel, un retour à la jeunesse, au romantisme. Ces albums dépassent les 300 000 exemplaires, des chiffres que les stars pop envient dans un marché où les supports physiques déclinent. Certains fans achètent des lecteurs DVD juste pour regarder ces spectacles. Le luxe est au cœur de l'univers d'André, mais il sert une vision. Son violon Stradivarius de 1732, estimé entre 2 et 3 millions d'euros, est un artefact sacré, transporté à la main, dormant dans sa chambre lors des tournées. Sa collection de 100 violons, incluant des antiquités historiques, est choisie avec soin pour chaque concert. Des assistants veillent aux détails, un stylo pour les dédicaces, l'angle parfait des photos, les reflets sur ses costumes. La logistique est pharaonique, 5 bus de luxe, 8 semi-remorques, des jets privés transportent décors, instruments, costumes. Les stades sont parfois démontés pour accueillir sa scène mobile, un château ambulant. Ses loges, équipées d'humidificateurs pour ses violons et de thés spéciaux, reflètent son obsession du détail. André et son équipe séjournent dans des hôtels 5 étoiles, louant des étages entiers pour l'intimité. Ces redingotes, confectionnées sur mesure, sont conçues pour briller sous les projecteurs. Ce luxe n'est pas une fin, c'est un outil pour créer un monde de rêve, où ses fans, souvent âgés, échappent au quotidien pour retrouver la magie. Mais le chemin d'André n'a pas été sans tempête. En 2008, une mise en scène trop ambitieuse entraîne un revers financier dévastateur. Une reconstruction massive retarde une tournée, coûtant des millions et menaçant son entreprise. André résilie, optimise. Le temps d'installation passe de 5 jours à 2, les décors deviennent modulables. Il apprend, s'adapte, rebondit. Plus grave, dans les années 2010, une rumeur impliquant des mineurs ternit son image. Bien que sans suite judiciaire, elle révèle la fragilité de sa réputation. La presse s'empare de l'affaire, et pendant un temps, l'ombre plane. André ne se cache pas. « Je suis musicien et homme d'affaires », déclare-t-il à Libération. Cette dualité, qu'il revendique avec panache, est sa force. Il assume son ambition, son extravagance, sa sensibilité. Il continue à enregistrer, tourner, rêver. Il plaisante même sur un concert au pôle Nord si le prix est juste et personne n'en doute. Les luttes personnelles d'André sont moins visibles, mais tout aussi profondes. L'enfance sous la férule de son père l'a marqué. Les attentes écrasantes, la quête de perfection l'ont poussé à se rebeller, mais aussi à douter. Il confie dans une interview avoir parfois ressenti la solitude, même au sommet. La pression de maintenir un empire, de répondre aux attentes de millions de fans, de protéger sa famille, sa femme Marjorie, ses fils Marc et Pierre est immense. Pourtant, il transforme ses luttes en carburant. Sa philanthropie, ses dons aux écoles de musique, son engagement pour Maastricht montrent un homme qui ne se contente pas de réussir, il veut laisser un héritage. Les rumeurs, les revers financiers, les critiques des puristes qui moquent son approche commerciale, n'ont pas brisé André. Ils l'ont rendu plus fort, plus déterminé à prouver que la musique classique peut être universelle, joyeuse, vivante. Et vous, qu'en pensez-vous? André Rieu est-il un génie qui a démocratisé la musique classique ou un showman qui a vendu son âme au spectacle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce récit vous a ému, likez, partagez et abonnez-vous à Infinite Star pour d'autres histoires qui illuminent les légendes.